Merci beaucoup d'être présent avec nous pour notre webinaire du 13 mars sur démystifier les tableaux de bord RH. Donc, au courant des derniers mois, plusieurs personnes qui ont participé à nos webinaires ont répondu au sondage qui étaient super intéressés à avoir vraiment une formation, un webinaire sur qu'est-ce que c'est que les tableaux de bord RH et comment bâtir un tableau de bord. Donc, on vous a écouté et aujourd'hui, c'est vraiment le webinaire qu'on va tenir. Donc, on va vous présenter différents types de tableaux de bord en ressources humaines. Donc, beaucoup de contenu aujourd'hui. Voici le plan de la journée. Donc, tout d'abord, ma collègue et moi, on va se présenter. Ensuite, on va présenter aussi les différents types de tableaux de bord RH qui existent. On va parler les 4 principales étapes pour pouvoir bâtir un tableau de bord. Ensuite, on va vraiment arriver sur les différents visuels. Donc, on est sûr que plusieurs d'entre vous, c'est quelque chose qui les intéresse. Donc, de quoi un tableau de bord devrait avoir l'air? Donc, on vous en a préparé plusieurs. Et finalement, on va conclure par la période de questions. Donc, beaucoup de contenu, comme je disais aujourd'hui. La période de questions risque d'être beaucoup plus courte. On vous invite à poser vos questions tout au long du webinaire dans le chat et au terme vraiment de la présentation, on va y répondre. Si on ne réussit pas à répondre à tout le monde, soyez assurés, on va vous répondre également par courriel. Donc, si jamais on ne réussit pas à répondre à toutes les questions. On commence, on se présente. Donc, je m'appelle Émy Ruel. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis conseillère en analytique RH chez Cara depuis maintenant 8 ans. Donc, mon rôle, c'est d'aider les organisations à mettre en place leur projet d'analytique RH. Donc, ça fait maintenant 8 ans que je fais ça. Je suis accompagnée aujourd'hui, comme d'habitude, de ma collègue André Laforge, donc vice-présidente expérience employée et chef de produit Cara. Vous la connaissez certainement les nombreux blogs qu'elle a rédigés sur l'analytique RH ou d'une des présentations qu'elle a fait sur le sujet. C'est une personne également qui est reconnue à travers le monde dans ce qui a trait à l'analytique RH. Donc, encore une fois, on est super heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui pour nous parler de tableau de bord RH. Toutes les deux, comme j'ai dit, on travaille pour Cara. Donc, Cara, c'est vraiment une firme spécialisée en valorisation de données RH, donc en analytique RH. On a été créé il y a 12 ans par la firme Syntel, qui est une firme de BI. Cara, c'est différentes choses qu'on a accomplies au courant des dernières années pour aider les organisations à progresser en analytique RH. Puisque, comme vous savez, il y a 12 ans, c'était un domaine d'expertise qui était très peu connu et reconnu. Donc, au courant des dernières années, beaucoup de formations sur le domaine, des accompagnements aussi pour aider les organisations à accroître en maturité en analytique RH, un service d'analyse de données, donc pour s'assurer que les organisations utilisent la donnée vraiment de qualité pour leurs analyses. Ensuite, une plateforme d'analytique RH que vous connaissez certainement. Vous allez voir certains visuels aussi qui vont provenir de notre plateforme. Une solution de sondage pour aider les organisations à croiser de la donnée active de leurs employés à la donnée passive de leur système. Et ensuite, finalement, une solution de benchmarking en ressources humaines, donc la solution qui s'appelle le baromètre RH qui permet aux organisations de se comparer aussi aux autres organisations sur le marché. Ce que vous voyez actuellement à droite, ce sont toutes des organisations que Cara a aidé à croître en maturité ou qui possèdent aussi actuellement notre solution. Au terme du webinaire, donc, voici les activités qui sont à venir. Aujourd'hui, vous allez recevoir, ou peut-être demain, vous allez recevoir un sondage de satisfaction. Donc, on vous invite à y répondre en grand nombre parce que c'est ça qui va nous aider à déterminer quels seront les prochains sujets aussi abordés lors de nos webinaires. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, on parle de démystifier les tableaux de bord puisque ça provenait justement de ce sondage-là. Donc, on vous invite encore une fois à y répondre en grand nombre. Au cours de la semaine prochaine, vous allez recevoir l'enregistrement qu'on fait ce midi ainsi que la présentation. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre des notes ou quoi que ce soit. Vous allez vraiment avoir la présentation. Notre prochaine activité qu'on va tenir, ça va avoir lieu le 11 avril. Donc, André et moi allons donner une conférence lors de la semaine numérique. Si jamais vous souhaitez participer à l'une ou l'autre des activités de la semaine numérique, on vous envoie le lien vers tout ce qui est l'information ou pour vous inscrire aussi. Et finalement, notre prochaine activité, notre prochain webinaire qu'on va tenir, ça va être suivre la vague de la transformation numérique, donc un petit guide pour les ressources humaines. Ça va avoir lieu le 17 avril prochain. Si jamais vous souhaitez vous inscrire tout de suite, le lien est disponible dans le chat, donc mon collègue va l'avoir mis. OK. Là, on commence, ça y est. Mais c'est important au début, avant de parler des tableaux de bord RH, de prendre un petit pas de recul pour parler d'analytique RH et de voir où est-ce que où est-ce que les tableaux de bord RH, excusez-moi, se positionnent dans le continuum de l'analytique RH.
Donc, vous avez certainement déjà vu cette slide-là au travers de l'une ou l'autre de nos présentations ou webinaires. Donc, voici ce qu'est l'analytique RH et les différentes étapes qui la composent. Donc, tout d'abord, on a l'intuition. Donc, pendant plusieurs années, c'est ce qu'on a utilisé aussi en ressources humaines pour pouvoir bâtir nos initiatives. Donc, je crois avoir un problème, donc je bâtis une initiative. Donc, voici le secteur de l'intuition. Ensuite, c'est directement là que vient tout de suite les métriques, les ratios, donc les indicateurs de performance en ressources humaines. Donc, ils vont se situer vraiment au balbutiement de votre projet d'analytique RH. Ensuite de ça, vous allez avoir tout ce qui est benchmarking. Donc, maintenant que vous avez vos indicateurs en main, quels sont les résultats que vous devriez avoir? Est-ce que vous avez des problèmes? Est-ce que vous performez? Est-ce que vous êtes bon? Donc là, vous allez arriver à l'étape où vous allez vouloir vous comparer. Ensuite, vous allez arriver à l'étape du tableau de bord. Donc, vous avez déterminé quelles sont vos problématiques, quelles sont vos priorités organisationnelles. Et là, vous mettez sur un tableau de bord que vous suivez de manière très régulière les indicateurs qui sont vraiment importants pour vous. Donc, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur cette étape-là, donc les tableaux de bord. Par la suite de ça, on a les sondages. Donc, c'est là où on va aller chercher la donnée active de nos employés. Donc, on va vraiment prendre le pouls de nos talents pour voir qu'est-ce qu'ils pensent de notre organisation. Et là, on reste vraiment dans ce qu'on appelle le descriptif, donc dans le quoi de notre organisation. Et c'est là aussi, si vous voulez aller plus loin en analytique RH, où on va parler du fameux mur de l'analytique. Pourquoi on dit un mur ici? Parce que vous allez devoir investir dans votre analytique RH. Et là, bien entendu, je parle d'investir dans des ressources matérielles. Donc, vous allez avoir besoin de systèmes pour vous aider. Vous allez avoir besoin de ressources humaines. Donc, vous allez avoir besoin de gens pour vous aider à progresser en analytique RH. Vous allez avoir besoin de technologie et de moyens. Donc là, une fois que vous allez franchir cette étape-là, vous allez tomber vraiment dans ce qu'on appelle le pourquoi, donc dans les analyses. Et là, vous allez faire des liens de corrélation entre vos indicateurs. Le lien de corrélation, je rappelle, c'est que des indicateurs qui évoluent simultanément, mais qui n'ont pas vraiment une influence directe sur l'autre. Et là, je peux penser notamment à ce qui est le taux de roulement et le taux de mobilisation. Donc, bien souvent, on va voir le taux de mobilisation est en hausse, donc le taux de roulement va diminuer, mais est-ce que l'un ou l'autre a un impact direct ou influence directement l'autre? Non. Donc, ce sont des genres de liens que vous allez pouvoir faire au travers de vos analyses. Ensuite, vous avez la causalité. Donc, causalité, c'est de voir est-ce que vos indicateurs ont des liens de causalité ensemble. Et là, encore une fois, je peux vous fournir un exemple. Donc, le taux de roulement et le coût du roulement. Donc, plus le taux de roulement augmente, plus ça vous coûte cher, donc plus le coût du roulement augmente également. Donc, votre taux de roulement a un lien direct sur votre coût de roulement. Et finalement, là, vous allez pouvoir enfin arriver à faire des prédictions. Donc, qui est à risque de partir au sein de mon organisation si la tendance se maintient? Qui est à risque de partir en invalidité? Mon taux de roulement, à quoi ça va ressembler d'ici la prochaine année? Et bien entendu, combien tout ça va nous donner? Combien ça va nous coûter? Et là, on pourrait même atteindre une étape suivante, comme on dit souvent, donc le prescriptif. Le prescriptif, excusez-moi. Donc, le prescriptif, c'est une fois que j'ai mes prédictions, qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer d'empêcher la situation de se produire? Et si on ne peut pas l'empêcher de se produire, qu'est-ce que je peux faire pour en réduire les répercussions que ça va avoir autour sur mes talents? Donc, voici le continuum de l'analytique RH et qu'est-ce que ça peut faire, bien entendu, au sein de votre entreprise. Puis là, comme j'ai dit, on va vraiment aujourd'hui se limiter sur les tableaux de bord. Donc, qu'est-ce qu'un bon tableau de bord? Qu'est-ce qui définit un tableau de bord de qualité? Donc, on vous a mis ici 3 critères vraiment très importants à suivre. Tout d'abord, l'importance des indicateurs pour l'organisation. Donc, ça prend des indicateurs, comme on le dit très, très, très souvent, qui vont être alignés sur votre stratégie organisationnelle. Des indicateurs de performance, il y en existe énormément. Donc, c'est facile des fois de se dire: «Ah, celui-là peut être intéressant, celui-là, j'aimerais ça le suivre. Ah, celui-là, il est donc bien le fun, celui-là, il est à la mode, on va l'ajouter». Mais si cet indicateur-là n'est pas important pour votre organisation, ça vient tout simplement ajouter une information inutile qui va nuire vraiment à la qualité de votre tableau de bord. Ensuite, la qualité des données. Donc, bien entendu, la donnée provient de vos systèmes. Donc, vous avez le système de paye, SIRH, un système d'acquisition de talent, LMS. Donc, vous avez de la donnée un peu partout. Assurément aussi dans des chiffriers Excel. Donc, vous avez de la donnée partout, mais si cette donnée-là n'est pas de qualité, bien, ça va vouloir dire que les analyses que vous allez produire dans votre tableau de bord et que vous allez entreprendre par la suite ne seront pas de qualité non plus. Donc, la qualité de vos données est un must, je dirais. Donc, c'est un facteur essentiel à la qualité de votre tableau de bord.
Et finalement, la comparabilité. Ce qu'on veut dire par là, c'est que vous allez avoir besoin de vous comparer parce que c'est bien beau d'avoir des résultats sur votre tableau de bord, mais bien vite, vous allez recevoir la question, OK, mais est-ce que ce résultat-là, il est bon? Est-ce qu'on s'améliore? Est-ce qu'on s'est détérioré? Donc, c'est très, très, très important de pouvoir aller chercher des benchmarks, donc d'aller vous comparer sur le marché à des organisations qui sont de votre secteur, de votre taille et de votre région. Donc, de participer à des benchmarks. Et si ce n'est pas possible, au moins aussi d'être capable de se comparer à l'interne, donc de comparer notre performance sur les années antérieures, comparer les différents départements ensemble pour pouvoir voir où est-ce qu'on a des problèmes. Et là, on va regarder un peu les domaines de reporting. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'indicateurs, plus de 500 qui existent sous différents domaines. Donc, vous avez ici une liste complète de domaines. On ne passera pas au travers, là, soyez rassurés. Donc, il y a tout ce qui est la structure, la démographie, le roulement, la rétention, la mobilisation, la rémunération, les relations de travail. Donc, il y en a vraiment beaucoup que vous pouvez mesurer. Et là, on va passer vraiment sur les types de tableaux de bord RH. Il y en existe 3 actuellement. Le premier qu'on va vous présenter aujourd'hui puis qu'on va aborder, c'est les tableaux de bord opérationnels. Donc, les tableaux de bord opérationnels RH sont des outils qui vont venir vous aider à mesurer le déroulement des activités et les processus de la direction des ressources humaines. Donc, et là, vous pouvez encore avoir de nombreux types de tableaux de bord opérationnels. On compte par exemple le tableau de bord pour le recrutement, le tableau de bord pour la rémunération, un tableau de bord de formation ou encore une fois un tableau de bord pour tout ce qui est la gestion de la performance. C'est des tableaux de bord qui vont présenter normalement entre 15 et 20 indicateurs chacun. Puis, chacun vont regrouper 2 types d'indicateurs, encore une fois. Donc, vous allez avoir des indicateurs d'activité RH qui vont venir mesurer la consommation des ressources, soit en temps, soit en argent de la direction RH. Et là, je peux vous donner un exemple. Le nombre d'heures de formation par employé est un bon exemple. Et vous allez également avoir des indicateurs de sortie d'activité RH qui, eux, vont venir mesurer les résultats de vos activités RH, comme par exemple le nombre de postes comblés. Donc, ça va venir mesurer l'activité de recrutement. Ce qui est important de souligner, c'est que les tableaux de bord opérationnels vont être utilisés uniquement par votre département RH. Donc, ce n'est pas un tableau de bord qu'on va venir présenter à la haute direction. Puis, il va être là pour vous aider dans l'accomplissement de votre travail, puis il va être là pour vous guider également dans la prise de décision. Donc, voilà pour le premier type de tableau de bord. On a aussi le tableau de bord de résultats. Donc, le tableau de bord de résultats vont venir mesurer l'efficacité de la fonction des ressources humaines. Donc, ils vont venir permettre de suivre les attitudes et les comportements des employés. Puis là, à ce niveau-là, dans les tableaux de bord de résultats, il existe également 3 types de tableaux de bord. Il va y avoir le tableau de bord effectif qui va venir suivre l'évolution de vos talents au sein de votre organisation. Vous allez avoir les tableaux de bord d'attitude qui vont permettre de détecter les changements d'opinion de vos employés. Vous allez avoir aussi les tableaux de bord de comportement. Donc, eux vont venir mesurer le comportement au travail, donc tout ce qui va être absentéisme, tout ce qui va être également le roulement. Pour ces tableaux de bord-là, on va compter entre 6 et 8 indicateurs de performance. Puis, on va compter, voici des indicateurs que vous allez pouvoir avoir sur ces tableaux de bord-là. Vous avez notamment le taux de roulement, tout ce qui est le taux d'absentéisme, le taux de mobilisation. Le nombre de jours d'invalidité par employé va se retrouver sur ce type de tableau de bord-là. Puis là, ici, tout comme les tableaux de bord opérationnels, les tableaux de bord de résultats sont généralement utilisés par la direction des ressources humaines. Donc, ce n'est pas un type de tableau de bord que vous allez nécessairement présenter à votre direction. Puis ça a pour but, généralement, de mesurer l'atteinte des objectifs des objectifs entrepris par votre département RH pour votre entreprise. Et finalement, le dernier et non le moindre, c'est le tableau de bord stratégique. Donc, c'est souvent lui auquel on fait référence dans nos webinaires. Parce que celui-ci va présenter des indicateurs qui vont être directement alignés sur les objectifs stratégiques de votre organisation, puis qui va permettre de relier les indicateurs de performance RH aux autres indicateurs de gestion. Donc, va permettre aussi à la direction RH et à la haute direction de prendre des décisions optimales et réalistes en ce qui a trait à son capital humain. Donc, le tableau de bord stratégique compte entre 3 et 8 indicateurs de performance qui vont venir mesurer l'efficacité de vos ressources humaines et démontrer que vos résultats sont directement liés aux résultats financiers de votre organisation.
Donc, ils vont être choisis en fonction de la stratégie de votre entreprise et en fonction de vos objectifs stratégiques. Donc, il est recommandé ici de présenter moins d'indicateurs. Pourquoi? Tout simplement pour que vous restiez également concentré sur ce qui est vraiment essentiel pour votre organisation. OK? Et voilà, c'est ici que je vais passer le micro à ma collègue qui va vous parler des 4 étapes pour bâtir son tableau de bord en ressources humaines. Merci, Amy. Je vais juste prendre la main. Hmm. Bon, tu me diras quand vous voyez mon... Oui, c'est apparu ton écran. Parfait, merci, Amy. C'est moi qui vous vois plus, puis j'aime pas ça, là. Je vais essayer de... Voilà. Moi, hey, je m'excuse, là. On dirait que je suis une personne handicapée. OK. Les 4 étapes pour bâtir son tableau de bord. En gros, OK, on doit partir des objectifs stratégiques de l'organisation, puis on doit faire découler de ces objectifs stratégiques-là nos objectifs RH. Ça, c'est la première étape. Et comment on peut faire cette première étape-là? Je vous ai mis des exemples, OK? On va se concentrer, on ne fera pas, tu sais, ça vous donne 2 exemples, mais on va prendre celle de droite, là. Donc, supposons qu'on est comme stratégie d'entreprise, on veut devenir un employeur attrayant, innovant, offrant un horizon de carrière stimulant. Ça, c'est notre objectif stratégique d'organisation. Mais la stratégie RH pour ça, ça va être d'établir une marque employeur forte. Donc, si c'est notre stratégie RH maintenant, ben, qu'est-ce qui sont les priorités d'affaires et talents pour notre organisation? Ben, c'est vraiment d'évaluer et de gérer l'expérience candidat, mais aussi l'expérience employée. Donc, pour notre marque employeur, c'est les 2 grandes priorités qu'on va se donner dans notre département talent RH. Et donc, quels seraient les indicateurs qui pourraient découler de ça? Bien, tout ce qui est en lien avec l'attraction, nombre de visites sur notre site carrière, le nombre de CV reçus, le nombre d'abonnés LinkedIn ou Facebook, aussi tout ce qui est en lien avec l'expérience employée, l'indice de mobilisation des employés, le taux de rétention de nos nouveaux employés. C'est des exemples d'indicateurs. Il y en a probablement une kyrielle d'autres, mais ça, ce serait peut-être des indicateurs qui pourraient être établis étant donné la stratégie RH qu'on a d'avoir une marque employeur forte. Fait que vous voyez, c'est juste pour vous donner un peu le raisonnement qu'il faut appliquer quand on sélectionne nos indicateurs de performance. Au départ, là, il ne faut pas se dire c'est quoi les données que j'ai puis quel indicateur je pourrais bâtir avec ça. Au départ, il faut vraiment se concentrer sur c'est quoi notre objectif. Et là, on va regarder les indicateurs et là, après ça, on va aller voir les données. Donc, se concentrer d'abord sur l'objectif à atteindre et ensuite, on ira voir si on a les données nécessaires pour, euh, pour ces objectifs-là. La deuxième étape, ben, c'est de sélectionner les bons indicateurs. Fait qu'on a bien déterminé nos objectifs RH, et là, on a une idée des indicateurs qu'on veut sélectionner. Bien, sachez qu'il existe plus que 350, même on dit plus que 500 indicateurs RH, et que ces indicateurs-là vont souvent être des indicateurs qui sont standards. OK? Quand je parle d'indicateurs standards, je parle du taux de roulement volontaire, euh, du délai d'embauche. Ça, c'est des indicateurs qui sont standards. Et habituellement, sur votre tableau de bord, on peut appliquer la règle du 80-20. 80 de vos indicateurs vont être des indicateurs standards et 20 des indicateurs vont être des indicateurs qui sont personnalisés pour soit votre organisation ou votre secteur d'activité. Donc, dans des indicateurs personnalisés, par exemple, on pourrait avoir là, un indice de qualité d'embauche que vous vous êtes créé et qui combine certains indicateurs. Donc, il faut toujours penser que notre tableau de bord
Vous ne pouvez pas avoir un tableau de bord qui est identique à l'entreprise à côté de chez vous, là. Votre tableau de bord, il va comprendre des indicateurs standards, mais aussi des indicateurs personnalisés. Juste pour les indicateurs standards, il y a une norme ISO là, qui est sortie en 2018, la norme 30414. Et cette norme-là, elle établit, si je me souviens bien, une soixantaine d'indicateurs de performance en ressources humaines. Donc, ça, c'est pour standardiser, si on veut, là, les indicateurs de performance. Et cette norme-là, ben, c'est peut-être intéressant d'aller la regarder pour comprendre un peu qu'est-ce qui est compris comme des indicateurs standards. Donc, si je récapitule un peu là, la deuxième étape, on cible un objectif ou un enjeu de notre organisation. Et là, ben, on en découle les objectifs ou les enjeux RH qui sont reliés à cet objectif-là. Et ensuite, ben, on regarde quelles initiatives RH on met en place ou on va mettre en place et qui sont liées à cet objectif. Et là, compte tenu des initiatives qu'on met en place, bien, on sélectionne les bons indicateurs. Fait que ça, je vous dirais que c'est la recette, là, grosso modo, là, pour sélectionner les bons indicateurs. Ensuite, on a sélectionné nos indicateurs, mais il faut les suivre et les analyser, ces indicateurs-là. Mais avant de pouvoir faire ça, bien, il y a un peu de travail à faire. Puis, le gros de votre travail, quand vous allez monter votre premier tableau de bord, ça va être de travailler sur vos données. Émile l'a dit tout à l'heure, pour avoir un bon tableau de bord, il faut avoir des bonnes données parce que ce qui va être reflété dans votre tableau de bord, c'est les données qui sont en arrière. Et si les données ne sont pas bonnes, bien, les résultats qu'on va montrer ne seront pas bons. Donc, c'est important de garder du temps pour vraiment travailler sur la qualité de vos données. OK? Puis, un coup que c'est fait, que vous avez assaini vos données, mais dites-vous qu'il faut garder, cette qualité-là. Donc, c'est jamais terminé, là, si on veut. Fait qu'il faut comprendre que la qualité de données est très importante. Puis, il y a peut-être des petites questions qu'il faut que vous vous posiez. À qui appartiennent les données dont vous avez besoin pour votre indicateur? Dépendamment de comment vous êtes structuré dans votre organisation, il y a peut-être des données de paye que vous avez besoin, mais au RH, ce n'est pas vous qui faites la paye, puis vous n'avez pas accès à cette donnée-là. OK? Donc, c'est vraiment important de comprendre à qui appartiennent les données, qui y a accès. Est-ce que les données sont valides? Est-ce qu'elles sont fiables? Est-ce qu'elles sont de qualité? Est-ce qu'elles sont propres, ces données-là? Donc là, le 80 du travail, vous allez le faire là. Puis aussi, c'est quoi le format de ces données-là? OK? Parce que vous avez différents systèmes dans votre organisation. Et là, on a mis là, les sources courantes de données RH, puis là, on a mis une grande entreprise là, pourrait avoir là, plusieurs systèmes en place. Mettons que l'exemple qui est là, c'est l'exemple l'exemple extrême d'une grande entreprise qui aurait plusieurs systèmes en place. Et ces systèmes-là suivent l'employé selon moi j'appelle ça des silos RH, différents silos RH, mais aussi différents moments dans la vie de l'employé. Donc, l'ATS, OK, votre système de recrutement, vous avez de l'information sur vos candidats et probablement sur le début là, de la vie de l'employé dans votre organisation. Dans votre système de LMS, votre système de formation, là, vous avez un cycle de vie différent de vos employés. Si vous avez un système de gestion, je pense qu'on ne l'a même pas. Ah oui, planification de la relève ou gestion de la relève, bien là, ça va être probablement sur certains types d'employés comme vos hauts potentiels. Donc, vous voyez, vous avez de l'information d'employés un peu partout. Puis là, ben, il y a tout ce qui est sondage aussi qui rentre là-dedans.
Fait que vous voyez, vous avez plusieurs sources de données. Il faut s'assurer que la donnée qui est là-dedans, elle est cohérente et que quand on regarde la donnée du système LMS, puis qu'on vient comparer avec notre système, notre sondage employé ou encore de notre système de rémunération, bien, qu'on est capable de faire un lien entre ces différents systèmes-là. Habituellement, on va utiliser le numéro d'employé ou le numéro de matricule de l'employé pour être capable de faire un lien entre ces différents systèmes-là. Bon, les technologies disponibles pour faire des tableaux de bord, bien, on les divise en 4 grandes catégories. Et là, vous voyez que la capacité analytique part de moins de capacité à plus de capacité. Et ensuite, la spécificité au domaine RH, moins spécifique au domaine RH à plus spécifique. Fait que si vous regardez en bas à gauche, on a le chiffrier Excel, OK? Le Excel dans lequel on va commencer à faire nos tableaux de bord. C'est bien le fun de faire des chiffriers Excel puis de faire son tableau de bord dans Excel. C'est idéal pour commencer. C'est idéal quand on a quelques indicateurs, mais dites-vous que ça demeure une solution temporaire. OK? C'est non indiqué pour de la grande entreprise, puis ça reste quand même très manuel. OK? Puis c'est propice aux erreurs aussi. Dans certains SIRH, vous allez avoir des capacités de tableau de bord, mais je vous dirais que ça reste quand même très limité du côté capacité analytique. Cependant, ça va être spécifique au RH. Donc, vous allez avoir des indicateurs dans vos SIRH, mais ça va rester limité dans la capacité analytique que vous allez faire. À droite, là, vous avez 2 types de solutions. En haut à droite, c'est les applications d'analytique RH. C'est là que se retrouve Cara et on a d'autres compétiteurs qui se retrouvent dans ce cadran-là, si on veut. Et ça, c'est vraiment des applications qui sont dédiées à l'analytique RH et qui vous aident à accélérer votre processus. Habituellement, là, c'est assez rapide d'implantation et c'est peu dispendieux comparativement à une solution d'intelligence d'affaires qui veut dire développer vous-même votre solution d'analytique RH dans votre organisation. Ça, on le voit dans la très grande entreprise, de vouloir développer nous-mêmes la solution, ce qui veut dire on va se développer un entrepôt de données RH ou un lac de données. On va venir s'assurer de la qualité des données là-dedans et on va venir mettre des outils par-dessus ça, comme par exemple Power BI. Ça, quand on s'aligne dans cette direction-là, on va probablement avoir la solution parfaite pour notre organisation, mais on s'embarque dans un projet qui peut prendre 2 à 3 ans. Donc, ça dépend de la vitesse que vous voulez aller dans les technologies là, disponibles. La 4e étape, donc là, je suis et j'analyse mes tableaux de bord, mais la 4e étape, c'est vraiment de communiquer votre tableau de bord et surtout prendre action. On n'ira pas dans la prise d'action aujourd'hui, parce que ça, il faut pouvoir analyser puis décider de qu'est-ce qu'on devrait faire. On va aller plutôt dans la communication. Donc, comment on communique nos indicateurs? Bien, la première chose à se demander, c'est à qui on veut communiquer. Si c'est un tableau de bord pour la haute direction, ou si c'est un tableau de bord pour notre équipe RH, ou si c'est un tableau de bord pour nos gestionnaires, bien, c'est important de bien déterminer l'auditoire des tableaux de bord. Ça veut dire que dans votre organisation, vous n'aurez pas seulement un tableau de bord RH. Vous allez en avoir certains, OK? Ça peut être 3, 4, 2 types, mais c'est important de bien comprendre à qui il s'adresse. Ensuite, vous allez déterminer la fréquence que vous allez mettre à jour votre tableau de bord. Bon, quand on a une solution, le tableau de bord se met à jour en temps réel. À tous les jours, il est à jour. Cependant, si on utilise des solutions là, plus manuelles, bien là, il faut déterminer, est-ce qu'on monte notre tableau de bord une fois par mois, au trimestre? C'est important de déterminer ça. Mais dites-vous qu'au départ, vous êtes mieux de présenter votre tableau de bord. Tu sais, si c'est très manuel, moi, je dis, allez-y au trimestre pour commencer parce que vous allez trouver qu'à tous les mois, ça revient assez vite.
et que là, vous allez rien que faire ça, des tableaux de bord, puis je suis pas mal sûre que vous avez d'autres choses à faire que de monter votre tableau de bord. Donc, la fréquence des communications est importante. Et ensuite, déterminer la forme que la communication prendra. Ça, ce qu'on veut dire par là, c'est est-ce qu'on donne accès en ligne au tableau de bord à tout le monde? Est-ce qu'on envoie un PDF du tableau de bord? Est-ce qu'on présente le tableau de bord et on le commente en même temps? Donc, la forme de la communication, c'est important d'y réfléchir. Juste un peu pour la forme, là, les principes de base de visualisation, je vous en ai mis ici quelques principes. Là. Puis on va le voir, puis là, je regarde l'heure, on va avoir en masse de temps. On va le voir tout à l'heure dans les tableaux de bord que j'ai montés. Il faut tenter d'avoir ces principes-là. Donc, il faut garder ça simple, OK? Il faut garder ça simple, un tableau de bord, parce que s'il y a trop de choses, ça devient compliqué. Vous allez voir, dans les tableaux de bord que je vais vous montrer, des fois, il y en a pas mal d'indicateurs, mais il faut faire attention. Ça dépend à qui, OK, ces tableaux de bord-là, vous les diffusez. Les palettes de couleurs, utilisez la même palette de couleurs, la même police, OK, pour vos titres, pour votre titre de tableau de bord, pour le titre de chacun des indicateurs. Créer une hiérarchie visuelle. Il faut que ça soit facile de voir les informations importantes. Il faut que ça ressorte quand on a un indicateur qui ne va pas bien. OK? Aussi, vouloir avoir un tableau de bord, parce que j'en ai vu là, des tableaux de bord avec 50 indicateurs, puis là, ça flash de tous les bords, ça ne donne pas grand-chose d'avoir ça. Fait que peut-être, des fois, se dire, il faut que mon tableau de bord il tienne dans une page, parce que, dites-vous que vous avez peut-être des exécutifs qui, eux, vont vouloir avoir leur tableau de bord sur papier, hein? Un beau PDF. Donc, pensez à ça, là, que c'est facile d'imprimer votre tableau de bord. Donc, ça devrait tenir sur une page. Mais il y a des fois que ce n'est pas possible que ça tienne sur une page. Mais faites-vous plutôt 2 tableaux de bord, OK? Pensez, là, même si on est en 2024, nous, on le voit beaucoup chez nos clients, il y a des clientèles qui ne veulent pas avoir accès à l'application, ils veulent avoir un PDF. OK? Fait que pensez qu'il faut que votre tableau de bord rentre sur une page. Suivez la logique du corps humain. L'humain est habitué, en tout cas en Amérique du Nord, de lire de gauche à droite. OK? Puis il regarde en haut avant de regarder en bas. Donc, les choses importantes devraient se lire comme ça, puis après ça, on descend vers le moins important. Fait que ça, dans votre tableau de bord, pensez à ça. Pensez aussi à trouver l'équilibre. Si on veut prendre une page, bien, assurez-vous que la page, elle est bien proportionnée, bien remplie, qu'il n'y ait pas de trous dans votre tableau de bord. Puis comme je le disais, là, évitez les barres de défilement. OK? Si votre tableau de bord, là, il est très, très long, puis là, il faut défiler, bien, de un, vous allez avoir de la difficulté à l'imprimer. Et de deux, c'est peut-être pas les bonnes pratiques. Puis les KPI, les indicateurs importants, ils devraient être en haut, en gros. OK? Fait que ça, je vous dirais que c'est les principes de base là, de la visualisation de votre tableau de bord. Fait que là, on va regarder des exemples de tableaux de bord. OK? Dites-vous que ces exemples-là, là, ça a été fait dans Cara, dans notre application, mais ça ne veut pas dire que ça va s'appliquer directement chez vous comme ça. OK? Pourquoi? Parce qu'il faut, comme on l'a dit, je l'ai dit, Émile le dit, il faut partir de nos objectifs d'affaires. Bon. Ici, je vous ai fait un tableau de bord qui serait un portrait de main-d'œuvre. Un portrait de main-d'œuvre, ce n'est pas stratégique, OK? Ce n'est pas quelque chose de stratégique, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir sous la main parce que régulièrement, on devrait vous poser des questions sur votre démographie, sur à quoi ressemble votre main-d'œuvre dans votre organisation. Fait que si on regarde le tableau de bord qui est là, j'ai choisi de mettre le nombre d'employés, OK? Donc, le nombre d'employés, nos employés qui sont actifs. Ici, j'ai mis un pourcentage d'employés actifs.
J'ai mis aussi notre pourcentage d'employés qui sont des permanents versus des employés qui sont temporaires. Puis j'ai mis aussi des employés qui sont à temps plein. Donc, quand je regarde, j'ai 92,5 de permanents, bien, ça voudrait dire que j'ai 7,5 environ de temporaires. Hein? Et la même affaire, dans le temps plein, bien, j'ai 85 d'employés qui sont à temps plein dans mon organisation. Donc, ça veut dire que je n'ai à peu près 15 qui sont à temps partiel. Si vous avez des syndicats, bien, c'est important de voir le pourcentage de vos employés qui sont syndiqués, le pourcentage de femmes, l'âge moyen, l'ancienneté moyenne. Donc, ça, c'est des indicateurs, moi, que j'appelle vraiment de base, mais qui vous donnent un bon portrait démographique. Puis, j'ai décidé d'ajouter 2 petits graphiques. Un qui vous montre votre pyramide d'âge. Donc, cette pyramide d'âge-là vous montre vos hommes à gauche, vos femmes à droite, avec par catégorie d'âge le nombre de personnes. Fait que si on regarde là, dans cette organisation-là, on voit 50-54 ans. Là, dans les femmes, j'ai pas mal de monde. Mais quand on regarde dans les plus jeunes, c'est quand même plus bas. Fait que, tu sais, ça vous donne une bonne idée de comment votre main-d'œuvre est répartie dans un simple coup d'œil. Puis ici, j'ai décidé de mettre les statuts d'emploi pour montrer, bien, mes permanents, mes temporaires, mes étudiants, mes stagiaires, c'est quoi la proportion. Fait que c'est un exemple là, de portrait de main-d'œuvre. Maintenant, si on regarde un tableau de bord qui pourrait être utile à une direction RH. Et ça, ben là, je suis allée chercher des indicateurs qui vont être dans différents silos RH. Dans cette organisation-là, tout ce qui est roulement et mobilisation est super important. C'est pour ça que j'ai mis les indicateurs plus gros. Le taux de roulement volontaire, puis le taux de mobilisation, c'était 2 enjeux importants dans cette organisation-là. J'ai décidé de mettre les indicateurs plus gros. On voit aussi, quand on regarde, là, quand il y a une petite flèche rouge vers le haut, ça veut dire que par rapport à la période précédente, je suis en croissance, puis ce n'est pas bon. Donc, je suis en croissance sur mon taux de roulement volontaire, puis je suis en décroissance sur mon taux de mobilisation. Là, dites-vous que c'est des données fictives. Hein? Ça fait que ce n'est pas basé sur un cas réel, c'est des données fictives. Ce qu'on voit aussi, là, c'est qu'on a mis des cibles pour nos indicateurs. Fait qu'on s'était mis une cible de 10 pour notre taux de roulement volontaire. Fait que ma petite cible est en jaune. Fait que ça montre là que j'ai dépassé ma cible de taux de roulement. Puis pour notre mobilisation, bien là, elle est en rouge parce qu'on veut avoir un taux de mobilisation de 75 puis on est plus autour du 60. Fait que ça va plus ou moins bien. Entre ça, bien là, je suis allée mettre notre nombre d'employés, notre nombre d'embauches, notre nombre de départs. Et j'ai mis aussi un taux de roulement à 1 an parce que oui, on regarde notre taux de roulement volontaire, mais nos nouveaux, on veut les surveiller davantage. On regarde nos délais d'embauche puis notre taux d'absentéisme. Vous voyez, je suis allée chercher des indicateurs qui sont dans, pas seulement là, en lien avec le roulement, mais j'ai du recrutement là-dedans, puis j'ai aussi un peu de temps de travail. Et j'ai choisi des graphiques, un qui nous montre notre ratio d'embauche nette, donc nos embauches versus nos départs. Puis là, bien, on peut voir là, que 2023, pour l'organisation, ça va moins bien parce que j'ai plus de départs que j'ai d'embauches. Fait que là, je compare aux différentes années. Fait que 2023, là, on a une problématique, là, il y a une problématique qui se présente. Je regardais aussi le taux de roulement par génération. On voit là que c'est vraiment notre génération Z, OK? Donc nos plus jeunes qui roulent beaucoup plus. Puis au niveau de notre taux d'absentéisme, on voit qu'il y a une croissance du taux d'absentéisme. Il y avait une baisse en 2022, mais là, il y a une hausse en 2023. Fait que vous voyez, ça pourrait être un tableau de bord de direction RH, mais il faut que, dans ce cas-ci, la mobilisation, le roulement, l'absentéisme étaient des résultats qu'on veut suivre là, plus précisément. On va en regarder un autre, un tableau de bord plus exécutif. OK? Donc là, qu'on va peut-être présenter à notre haute direction. Et dans ce cas-là, ils étaient intéressés, là, sont intéressés par la diversité. OK? Donc, d'avoir plus de femmes dans des postes de gestion.
sont intéressés aussi beaucoup par les coûts. Pourquoi? Parce qu'on vit actuellement des périodes de restrictions budgétaires dans les organisations. Donc, pour eux, c'est important de suivre les coûts qui sont liés aux ressources humaines. Donc, on a le nombre d'employés et j'ai voulu briser le nombre d'employés actifs et inactifs. Parce que dans cette organisation-là, on a 93,6 d'employés actifs. Ça veut dire que j'ai un 6 6,4 d'employés qui sont inactifs. Cette inactivité-là est due à quoi? C'est peut-être là qu'on va commencer à vous poser des questions. Est-ce que c'est des gens qui sont partis en congé de maternité ou c'est des gens qui sont en invalidité? Fait que vous voyez, ça peut amener des questions. Pourcentage de femmes gestionnaires, 51. On s'était mis une cible à 50. Fait que bon, ça va bien. Puis, tu sais, on est en vert. Ça augmente, ça. Fait que c'était un objectif de l'organisation d'avoir plus de femmes gestionnaires. Fait qu'ils sont capables de voir que c'est en progression. Et ils ont décidé aussi de regarder les départs regrettables. Donc, ici, on ne regarde pas juste si les gens démissionnent, mais ceux qui démissionnent, est-ce que c'est des gens qu'on n'aurait pas voulu qu'ils démissionnent? Et ça, ben là, on voit dans leur cas, il est à 23,8, puis il s'était donné une cible de 20 puis c'est en croissance. Donc, ça, c'est peut-être, là, ça vient nous dire, on a peut-être un problème là. Puis au niveau des coûts, ben, j'ai mis les coûts des heures travaillées, les coûts de l'absentéisme, les coûts des heures supplémentaires, puis les coûts du roulement. Puis on le voit, là, c'est les coûts du roulement là, qui est très grand dans cette organisation-là. Puis on le voit, là, c'est en croissance là, depuis les dernières années. Fait que j'ai voulu mettre les coûts sur un graphique. Fait que là, on voit le coût du roulement, le coût de l'absentéisme, puis le coût des heures supplémentaires. On est capable de voir, bon, les coûts d'absentéisme se maintiennent. Les heures supplémentaires ont augmenté un peu, mais le roulement, là, on a vraiment un gros coût qui est là. Fait que ça c'est peut-être ce qu'on pourrait montrer là, à nos exécutifs. Et je vous en ai fait un autre. Un tableau de bord de roulement. OK? Ça, donc, c'est vraiment un tableau de bord plus opérationnel, mais ici, opérationnel et de résultats, mais qu'on veut vraiment focusser sur le roulement dans notre organisation parce que c'est un enjeu, puis on veut avoir vraiment plus d'informations. Fait que là, je suis allée mettre un taux de roulement volontaire, puis mon volontaire, bien, je le sépare en démission puis retraite, mon involontaire, puis je suis venue mettre aussi des éléments de coût du roulement. Puis là, ben, on voit notre taux de roulement, comment il progresse à travers les années, les raisons de départ, les principales raisons de départ, puis aussi notre taux de roulement par strate d'ancienneté. Fait que ça, pour présenter une problématique comme le roulement, ben, j'ai pas mal toute l'information là, que j'ai besoin à démontrer. Un tableau de bord d'acquisition de talent. Et dans ce cas-ci, c'est des gens qui voulaient focusser sur leur programme de référencement. OK? Donc, ils ont une initiative d'améliorer leur programme de référencement. Fait que donc, on a regardé le nombre de demandes qu'on avait, de demandes pour des postes. Il y a 79 demandes, c'est pour des nouveaux postes. 247, c'était pour du remplacement. Donc, ça veut dire qu'ils ont du roulement dans cette organisation-là. Puis, on a fait 188 embauches. Là. Et 60 c'était du recrutement externe, presque 40 du recrutement interne. Puis, le recrutement par référencement est à 24,8. Et il est à la baisse là, par rapport à notre période précédente. Et c'est pour ça que j'ai mis un petit graphique de notre taux de recrutement par référencement. Puis là, on le voit, là, 2022, c'est en mauve ici, puis 2023, c'est en bleu. Puis on voit là, que même si on fait des efforts pour améliorer le référencement, le programme de référencement, bien, ça ne semble pas porter fruit parce qu'ils ont comme prémisse, cette organisation-là, que ça va baisser leur coût par embauche. Si on a un bon programme de référencement, ça devrait baisser notre coût par embauche, puis ça devrait baisser notre coût total de recrutement. Donc, ça, c'est vraiment un tableau de bord acquisition de talent, mais qui focusait vraiment sur le référencement. Tandis que j'en ai fait un deuxième d'acquisition de talent où là, on veut focuser sur nos délais. Donc là, ce qu'on regarde, vous avez encore, c'est basé sur le même jeu de données, là, mon nombre de demandes, mon nombre d'embauches et mon délai moyen d'embauche. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on veut focuser. Et là, ben, on vient décortiquer notre délai d'embauche dans ce cas-ci.
notre délai moyen à la candidature, délai moyen à la présélection, à l'entrevue, à la vérification et à l'offre. Fait qu'on voit là, entre l'offre et l'embauche, il y a 3 jours à peu près qui se jouent. Fait que quand on regarde notre processus, c'est à ça qui ressemble. Oups, excusez. Wow. Puis, je suis venue ici montrer là, le nombre de jours ouverts de nos demandes. Fait qu'on voit qu'il y a des demandes là, qui sont ouvertes pendant 120 jours et plus. Mais ça, il faut faire attention à la qualité de nos données. Est-ce que nos recruteurs vont toujours fermer leurs réquisitions un coup qu'elles sont terminées? Ça va dépendre de la qualité des données dans notre système de recrutement. Fait que vous voyez, c'est sûr que c'est basé sur des fausses données, ça, mais c'est pour vous donner un peu là, la saveur là, à quoi pourraient ressembler des tableaux de bord. Puis j'aurais pu m'amuser à en faire d'autres, là, mais bon, mettons que ça suffit. Fait qu'Amy, veux-tu que je change de slide puis on Non, continue? je pense qu'on va embarquer directement tout de suite sur la période de questions. Oui. Oui. J'en ai déjà une dans le chat. Donc, est-ce que c'est important d'avoir une comparaison avec les compétiteurs, donc un benchmarking dans les tableaux ou ce serait un tableau de bord différent? Bon. De un, avoir un benchmarking avec nos compétiteurs, ce n'est pas souvent facile. OK? Il faut obtenir cette donnée-là. Dans Cara, nous, ce qu'on fait, c'est que le benchmark de la compétition devient votre cible quand vous êtes en bas du benchmark. OK? Donc, dans Cara, on pourrait le montrer de cette façon-là. Mais est-ce que, tu sais, ça dépend. On ne veut pas avoir des benchmarks. Tu sais, il faut avoir les benchmarks qui ont un lien avec vos initiatives en cours, vos initiatives RH. Donc, par exemple, supposons là, que c'est le taux de roulement, vous avez décidé que votre taux de roulement était trop élevé puis que vous vouliez le baisser. Mais c'est peut-être intéressant, si vous avez un benchmark dans votre secteur d'activité, de venir le mettre dans votre tableau de bord. Oui, voilà, là, la cible, la moyenne dans notre secteur est à 10,5. Nous, on est à 15. Bien, c'est ça qu'on veut atteindre. Fait que oui, si vous les avez, ça peut être intéressant à venir mettre dans un tableau de bord, mais il faut bien l'expliquer, là. Il faut bien l'expliquer dans votre tableau de bord que ça provient de la compétition. J'espère que ça répond. Oui. C'est quand même assez difficile d'aller se comparer, sinon avec des compétiteurs en particulier, parce que c'est d'avoir la donnée, c'est d'avoir la même période de temps aussi, parce que quand on arrive, qu'on compare d'une année à l'autre, c'est pas toujours facile. Si tu appelles ton compétiteur pour lui demander c'est quoi ton résultat du premier trimestre, c'est peut-être pas. Il ne te le donnera pas de toute façon. À moins que ce soit. Il ne te le donnera pas. Tu es bien ami avec la personne RH, puis tu dis j'aimerais ça qu'on se compare, voilà. On ne sait pas trop si la période utilisée, puis c'est surtout la formule. Donc, c'est vraiment important d'utiliser les bonnes solutions de benchmarking en plus. Exact. Non, je vois que c'est la seule question qui est dans le chat, mais au pire, je vais t'en poser quand même, André, parce que moi, j'en prépare tout le temps une ou deux. Tantôt, on a parlé de la qualité des données, comme de quoi 80% du projet de tableau de bord va résider dans la qualité des données. T'aurais-tu un conseil à dire à la personne qui veut commencer à travailler là-dessus? Bien, de un, pour travailler sur la qualité des données, il faut que tu aies la voix à ta donnée. OK? Donc, il faut que tu aies un. Fait que, tu sais, quand elle est dans ton système, c'est difficile d'avoir une vue de ta qualité de données. Fait qu'il faut que tu la sortes de ton système. Dépendamment de votre taille, vous pouvez sortir cette donnée-là et l'amener dans un beau Excel et la regarder. OK? Vous pouvez utiliser une solution d'analytique comme la nôtre qui va vous sortir un rapport de qualité de données. Donc, ça va vous aider. Mais dites-vous que tant que vous n'avez pas vu cette qualité de données-là, ça va être bien, bien difficile de savoir c'est par où il faut qu'on commence, puis c'est où qu'on a des problèmes dans notre qualité dans nos données, là, dans nos systèmes. Fait que l'analytique RH va mettre le spotlight, si on veut, le focus sur votre qualité de données. Fait que donc, d'être capable de la sortir de votre système puis de la visualiser, vous allez voir vos trous dans vos données, vous allez voir les données qui sont extrêmes. Fait que vous êtes capable d'aller voir ça. Ah bon, on a une question. Oui. On a quelqu'un qui lève la main. Oui. Donc, j'aimerais que le micro soit accordé à Khalifa. Je vais l'activer. Peut-être, je pense que Gauthier, il peut probablement activer tous les micros, là. Oui, il est activé, donc la personne peut poser sa question. Oh, oui,
Tout d'abord, vraiment, je vous remercie de nous avoir présenté ce webinaire. Mais moi, mon seul sujet, je voudrais, est-ce que ça serait possible d'avoir ce lien par Excel pour pouvoir créer nos propres pyramides d'âge et tout ça, si c'est possible. Parce que si c'est pas ça, sera par PDF, ça sera un peu difficile de pouvoir créer des pyramides d'âge et les comparaisons analytiques que vous avez proposées. C'était ça. Ben, c'est parce que le problème, c'est que c'est dans notre solution d'analytique RH. Fait que je ne peux pas vous donner de lien. Ce n'est pas un Excel, là. Fait que il va falloir vous débrouiller tout seul, monsieur. Je suis désolée. Ben, si vous Mais voulez, si contactez-moi après le webinaire on va pouvoir discuter c'est quoi vos besoins en matière de tableau de bord, c'est quoi votre projet aussi, puis de voir si on est capable d'une manière ou d'une autre de vous aider. Sinon, j'avais vu qu'il y avait une autre question. Pardon? D'accord, c'est bon, c'est parfait. Je vais vous contacter après. Parfait. Au terme de la présentation, vous avez mon adresse courriel. On va vous l'envoyer aussi la semaine prochaine, mais s'il y a quoi que ce soit, juste à me contacter, ça va me faire plaisir de vous aider. Sinon, j'ai la question, quelle est la meilleure façon de choisir le type de présentation? Donc, cadran, des choses, des diagrammes. ben, ça, de un, là, des fois, on se dit, ah, je vais me faire un beau Gantt chart, là. Puis, pas un Gantt chart, un histogramme. Puis là, ben, on s'aperçoit qu'il y a un des membres qui est trop élevé, puis les autres sont tout petits. Fait que ce qu'il faut faire, là, je dirais, c'est de tester plusieurs visuels parce que ça va dépendre beaucoup de vos résultats, ça. Donc, par exemple, pour un pie chart, là, on ne devrait jamais avoir plus que 5 ou 6 membres dans un pie chart. Parce que sinon, ben là, ça devient trop difficile. Si vous avez des très, très, très petits résultats versus des grands, ben ça va être difficile de voir. Fait que, quand on a des visuels, il faut tester plusieurs visuels et voir lesquels qui s'adaptent plus à vos résultats. C'est difficile de choisir avant d'avoir vu vos résultats. Sinon, moi, j'en ai une autre. Tout à l'heure, on a parlé des 3 types de tableaux de bord. Donc, il y a stratégique, opérationnel, de résultats. Puis, chacun de ces types de tableaux de bord peut regrouper plusieurs tableaux de bord, comme on a vu. Selon toi, est-ce qu'il est préférable de commencer par les tableaux de bord opérationnels, de résultats, stratégiques? Parce que ça fait quand même un travail immense d'intégrer les 3 en même temps. Bien, de un, je dirais que ça va avec vos priorités dans votre organisation. Tu sais, si la haute direction vous dit je veux avoir des résultats, puis je veux voir tel indicateur, ben vous n'aurez pas le choix de prioriser ça. Mais si vous en êtes au début, puis là, vous voulez convaincre votre haute direction que c'est important, bien, commencez par vous faire un tableau de bord opérationnel pour votre. Tu sais, puis là, peut-être que le tableau de bord de formation, ça ne sera pas le premier que vous allez faire, là, hein. Je veux dire, peut-être que chez vous, le recrutement, ben, c'est peut-être ça qui est l'enjeu principal. Ben, peut-être que vous allez commencer par ça. Mais de vouloir montrer des tableaux de bord à tous et chacun en partant, là, je pense qu'il faut que vous priorisez. Souvent, nous, ce qu'on voit, c'est que les gens viennent nous voir parce que hey, ma haute direction veut avoir un tableau de bord RH, puis là, ben, ça devient urgent. Tu sais, ça va selon vos priorités. Fait qu'il n'y a pas nécessairement une meilleure façon. Mais si vous n'avez pas de demande de la haute direction, je ne commencerai pas par là. OK? Je commencerai par commencer par mesurer vos opérations RH, à vous mettre la main là-dedans. Puis après ça, là, à regarder les résultats, puis dites-vous, qu'est-ce qui pourrait être intéressant là-dedans à montrer à ma haute direction? Merci, André. Et finalement, je viens de voir une nouvelle question d'apparaître. Je ne connais pas la solution Cara et je viens du milieu des TI, mais quels sont les principaux avantages techniques d'une solution intégrée comme Cara versus une solution plus générale comme PBI, Power BI? Bien, Power BI, c'est un marteau, puis c'est un outil. Tandis que Cara, les indicateurs sont déjà tous à l'intérieur de la solution. Les analyses sont déjà prédéveloppées. Fait que il y a de la connaissance dans Cara. Dans Power BI, il n'y a aucune connaissance. C'est un outil. Puis sachez que Cara intègre Power BI. Parce que nous, on était tannés de se battre avec Power BI, fait qu'on l'a intégré à notre solution.
Donc, ce que ça veut dire, Power BI, donner Power BI aux gens d'RH, vous n'arriverez à rien. Vous êtes quelqu'un de TI, vous le savez, là. Ça fait que ça prend la combinaison RH et TI pour monter un bon Power BI, mais ça prend la connaissance. Quand on calcule un taux de roulement, comment il faut le calculer? Il faut prendre la moyenne d'employés pour la période. Qu'est-ce qu'on rentre dans le volontaire? Qu'est-ce qu'on ne rentre pas? Il y a plein de questions qu'il faut se poser. Fait que si vos RH puis là, je m'adresse à une personne TI, si vos RH ne sont pas très connaissants de leurs besoins puis de comment calculer la base des indicateurs, bien, je ne pense pas que ça vienne de vous. C'est eux qui sont le maître d'œuvre, donc qui doivent maîtriser ce sujet-là. Donc, avec Cara, ben, vous n'avez rien à faire de ça. Cara, la solution est déjà pré-bâtie et elle contient tous les outils nécessaires pour prendre de la maturité à vos équipes RH. Là. Puis là, veux pas, ça a occasionné certaines questions concernant la solution Cara. Donc, tu as parlé des exemples pour des grandes entreprises, mais pour une PME de 100 à 150 employés, est-ce qu'une solution comme Cara vaut la peine la dépense? On a des clients de 100 à 150 employés, OK? Mais ils sont dans des domaines où la main-d'œuvre coûte extrêmement cher. Donc, si vous êtes dans un domaine où votre main-d'œuvre équivaut à peu près 70 à 80 là, de vos dépenses, Cara peut être très utile. Si votre main-d'œuvre aussi, elle est dispersée, elle n'est pas juste à un endroit dans un siège social, puis vous sont tous au même endroit, puis vous avez plusieurs bureaux, Cara peut être utile aussi parce qu'on regroupe l'information à un seul endroit. Fait qu'il y a différentes possibilités. Mais on a, là, je dirais que nos plus petits clients vont avoir 150 employés à peu près. Mais tu sais, c'est parce qu'ils ont une main-d'œuvre qui coûte excessivement cher. Donc, c'est important pour eux de pouvoir prendre les meilleures décisions sur cette main-d'œuvre-là. Fait que c'est à voir, là. C'est certain que Cara, ce que ça prend un système pour l'alimenter. Donc, ça prend un système à la base, un système de paye. Tout système de paye, que ce soit employeur D, Netris, peut alimenter Cara. On a des connecteurs sur ces systèmes-là. Mais si vous avez aussi une solution RH, on peut aller chercher la donnée dans cette solution-là. Fait que si vous êtes une petite organisation avec une main-d'œuvre qui coûte cher, puis plusieurs systèmes, bien, Cara peut peut-être être une belle option pour vous. Mais tu sais, c'est certain que nous, les entreprises qu'on vise, c'est plus du 500 employés et plus là, avec Cara. Super. Et finalement, on avait une autre question aussi. Donc, est-ce que le service Cara est accessible pour de plus petites organisations qui œuvrent dans les arts de la scène? Bien là, c'est plus petite, là, c'est ce que je disais, là. Tu sais, Ouais. 150, 100 employés, ça peut. Il faut le regarder. Puis il faut regarder aussi vos sources de données. Comme je le disais, plus vous avez de sources de données, plus ça peut être utile. Si vous avez juste un système de paye, puis vous avez 80 employés, je dirais Cara c'est comme acheter une solution trop grosse là, pour vos besoins. Là. Parfait. Donc, pour l'instant, ça conclut vraiment les questions qu'on a reçues. Donc, je vais juste conclure avec la slide présente. Donc, je vous rappelle qu'après le webinaire, donc dans les prochains jours, vous allez recevoir un lien avec un sondage de satisfaction. Donc, ça nous aide toujours à nous améliorer. Et comme je disais, ça nous permet de déterminer c'est quoi les prochains sujets qui vont être abordés. Donc, voilà. La semaine prochaine, vous allez recevoir la présentation ainsi que le présent enregistrement. Je vous invite aussi à vous inscrire à la semaine numérique si vous souhaitez voir notre présentation sur l'analytique RH. Et finalement, je vous invite en grand nombre à vous inscrire à notre prochain webinaire qui va avoir lieu le 17 avril sur Suivre la vague de la transformation numérique, un petit guide pour les RH. Donc voilà, je vous remercie pour votre participation ce midi et je vous souhaite une excellente semaine.